Bonsoir Thierry Breton. On va parler ce soir avec vous de la situation politique en France, des premiers pas du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Vous nous direz si vous êtes vous aussi en train de céder à la Zuckmania, du nom de la célèbre taxe Zuckman, qui est au cœur de tous les débats ces derniers jours en France. D'abord cette image, si vous le permettez, ces images de Londres le week-end dernier. Samedi, entre 100 et 150 000 personnes qui manifestent dans le cœur de la capitale britannique à l'appel d'un militant d'extrême droite. Manifestation pour la liberté d'expression et contre l'immigration. Ces images, est-ce qu'elles vous choquent? Il faut les mettre dans le contexte de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et j'inclus évidemment la Grande-Bretagne. Nous avons aujourd'hui une situation où dans tous nos pays européens, on a des partis qualifiés, donc par ceux qui doivent les qualifier ainsi, d'extrême droite, c'est-à-dire qui font entre 20 et 30%, 35%. Voilà. Ça, c'est la situation que nous avons désormais en Europe. La Grande-Bretagne également. Et donc, effectivement, les questions qui ont été soulevées, donc notamment sur l'immigration et l'intégration aussi, parce que je rappelle qu'en Grande-Bretagne, l'immigration et l'intégration jouent un rôle très important, puisqu'une grande partie des systèmes de services et de santé fonctionnent précisément sur cette immigration. Ça crée évidemment des réactions. Les réactions, on les a vues, à l'appel donc de partis donc d'extrême droite. Voilà, je pense que si on avait ce type d'appel également en Europe continentale, on aurait aussi, combien, 50, 100 000, 150 000 manifestants. C'est une dynamique que nous voyons désormais en Europe. Ouais, je rappelle que l'homme qui a lancé l'appel à manifester n'est pas à la tête d'un très grand parti politique, il s'appelle Tommy Robinson, ex-hooligan, anti-islam, condamné à de multiples reprises, notamment pour l'agression d'un policier. Comment vous expliquez le nombre de ces manifestants? Il y a une colère derrière par rapport à aujourd'hui. ce que je dis, il a appelé, effectivement, il est à l'extrême droite, il est même encore plus à droite que Nigel Farage, dont on sait qu'aujourd'hui, Nigel Farage, il représente une trentaine de pourcents, peut-être même un peu plus, dans les sondages. Voilà. Donc voilà, il représente ceci, et il les a appelés. Et je crois qu'il faut le prendre encore une fois pour ce que c'est. Il ne faut pas le négliger, évidemment. Il faut pas le négliger, c'est ce que je suis en train de vous dire, bien entendu. C'est un message qui est porté aujourd'hui par une extrême droite. M. Robinson est une incarnation de cette extrême droite anglaise, clairement, revendiquée du reste. Et c'est ce que nous voyons dans un certain nombre de nos pays maintenant, que de le dire à l'instant. Avant d'aller plus loin dans cet entretien, Thierry Breton, je voudrais qu'on ouvre le radar BFM TV avec Raphaël Grabli qui va nous rejoindre à cette table. Bonsoir et bienvenue à vous. Raphaël, ce mouvement anti-immigration, il dure depuis des mois, de l'autre côté de la Manche au Royaume-Uni, et certains voudraient l'importer en France. Oui, ce mouvement, il a au moins un allié, Thierry Breton. Il s'appelle Éric Zemmour. Il était d'ailleurs ce samedi à Londres, aux côtés de Tommy Robinson. Éric Zemmour, d'ailleurs, qui s'est illustré parce qu'il a repris à l'identique l'une des opérations de communication de ce mouvement d'extrême droite. Le concept est assez élémentaire, se prendre en photo avec le drapeau national. Et il y a quelques jours, c'est ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'était le 4 septembre, Tommy Robinson remerciait directement Éric Zemmour d'avoir en quelque sorte franchisé ce mouvement en France. Éric Zemmour était donc présent à Londres, pas le Rassemblement national. Que dit aujourd'hui le parti de Jordan Bardella sur ce qui s'est passé à Londres? Alors, pas grand-chose. Déjà, j'ai regardé les comptes Twitter de Jordan Bardella, Marine Le Pen, j'ai pas vu grand-chose. Donc, le RN est très frileux. Il y a des réactions sporadiques, notamment Mathias Renaud, qui est député RN, qui a suivi cette tendance sur les réseaux sociaux. On l'a vu il y a quelques jours. Il a même publié une vidéo où il brandissait un drapeau à son bureau de l'Assemblée nationale. Et ça, c'était le 9 septembre dernier. Et puis il y a un homme qui n'est pas un Européen, qui lui souhaite que ce mouvement gagne d'autres pays européens, c'est Elon Musk. Oui, Elon Musk que vous connaissez bien, Monsieur Breton, qui était l'invité star de ce rassemblement, qui est intervenu à distance avec des mots très forts qu'on peut peut-être même qualifier de violents. Écoutez Elon Musk, c'était ce 13 septembre. Que vous choisissiez la violence ou non, elle s'abattra sur vous. Soit vous vous battez, soit vous mourrez. Soit vous vous battez, soit vous mourrez. Il est dangereux, Elon Musk. Je crois qu'il faut qu'il commence à faire attention, Elon Musk. Il joue avec le feu. Je n'ai aucun conseil à lui donner. Je ne l'en ai jamais donné, du reste. Mais la loi est la loi. Il y a le premier amendement aux États-Unis. Le premier amendement, il protège évidemment la liberté d'expression, mais il condamne. Il condamne les appels à l'insurrection. Il est à la frontière. La loi, elle condamne les appels à l'insurrection en Grande-Bretagne. La loi, elle condamne les appels à l'insurrection
en Europe, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai porté les textes, notamment à travers le DSA, qui permettent précisément, tout simplement, de faire appliquer cette loi. Alors on le voit, il est à la frontière. Il demande la dissolution du Parlement, rien de moins. Il appelle les uns et les autres à se battre ou mourir. Il avait joué dans la campagne en Allemagne, on a voté pour l'AfD aussi. Ouais. Donc j'avais cru comprendre que Elon Musk était redevenu le chef d'entreprise qu'il a été. J'ai cru comprendre également que ses actionnaires avaient décidé de bien le payer. Alors, très bien, je rappelle quand même pour nos auditeurs et nos téléspectateurs que c'est 1 000 milliards de dollars qu'ils lui ont promis sur les 10 ans qui viennent. Donc, je pense qu'il était bien payé, il est bien payé pour être de nouveau le chef d'entreprise qu'il a été. Je vous le dis comme je le pense. Ce n'est pas le rôle d'un chef d'entreprise que de faire ce qu'il fait. Et il le sait. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Londres et les réactions que vient de rappeler Raphaël Grabli, est-ce que vous reprenez l'expression d'Emmanuel Macron qui dit qu'il y a aujourd'hui une internationale réactionnaire qui est en train de se mettre en place? Washington, Londres peut-être demain, l'Allemagne où l'AfD est en tête dans les sondages, la Hongrie de Viktor Orban. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une dynamique. C'est une dynamique, aujourd'hui, elle est là. Elle est là effectivement en Europe. Je laisse de côté ce qui se passe aux États-Unis, même si on retrouve à peu près les mêmes pourcentages. Ça correspond à peu près, peu ou prou, à une trentaine de pourcents des électeurs aujourd'hui en Europe, y compris en Grande-Bretagne. Ça veut dire qu'il y en a 70% qui ne sont pas d'accord, mais il y en a 30% et ils se font entendre. C'est ce qu'ils ont fait effectivement ce week-end à Londres. Ouais, je rappelais la revendication principale de cette manifestation à Londres. Il y avait l'immigration, mais le vrai mot d'ordre pour appeler à descendre dans la rue, c'était la défense de la liberté d'expression. Comme le disent d'ailleurs aussi les milieux MAGA, les milieux trumpistes aux États-Unis. C'était l'un des credos également de Charlie Kirk, l'influenceur trumpiste qui a été abattu la semaine dernière. La défense de la liberté d'expression face à des médias qui seraient le reflet, je reprends le verbatim de cette pensée-là, de la pensée dominante. Ça dit quoi aujourd'hui de nos sociétés, ce credo de la liberté d'expression revendiquée? C'est un credo, enfin c'est une dynamique sur laquelle ils se sont engagés. Voilà, il faut la prendre pour ce que c'est. Et tout en vient effectivement à l'organisation, à la régulation des réseaux et des réseaux sociaux, dont on sait qu'ils portent la liberté d'expression. Je parle en particulier maintenant pour ce que je connais bien, puisque c'est ce que nous avons fait nous-mêmes en Europe, et notamment à travers le DSA. Le DSA ne fait que transposer les lois de notre vivre ensemble, y compris pour protéger la liberté d'expression, qui est malgré tout encadrée. On ne peut pas proférer des appels à l'insurrection, on ne peut pas proférer des propos antisémites, on ne peut pas proférer des propos racistes, on ne peut pas faire des appels au terrorisme dans la vie physique, on ne le fait pas non plus dans la vie numérique, rien de plus, rien de moins. Mais on protège également nos démocraties et nos enfants, et en particulier sur un outil nouveau, qui est un outil tout à fait singulier, qui est l'algorithme qui peut accélérer des propos, les amplifier. Et c'est ça que nous avons régulé. Nous avons régulé l'usage désormais des algorithmes qui vont pouvoir pousser de façon extrême des propos qui, s'ils sont condamnables, peuvent avoir à ce moment-là un effet délétère sur nos sociétés, sur nos enfants, sur nos démocraties. Au-delà de la condamnation très claire que vous faites ce soir sur ce plateau des propos d'Elon Musk, est-ce que vous diriez qu'il faut aussi entendre le message de la rue britannique et les sondages qui donnent les extrêmes droites européennes à un niveau très élevé dans plusieurs pays? Est-ce que vous dites par exemple que l'Europe a un problème aujourd'hui avec l'immigration? Mais l'Europe a un problème d'abord avec l'intégration. L'immigration, on en a besoin, c'est l'Europe, c'est notre histoire. Alors évidemment, je parle de l'immigration légale. Alors on peut l'appeler comme on veut, on peut appeler immigration choisie, immigration voulue. Ce que nous condamnons et ce qu'il faut réguler, évidemment, contrôler, c'est l'immigration illégale. Il est dû à quoi ce problème d'intégration? Eh bien voilà, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre c'est la machine bonne à question. intégrer? C'est la bonne question. Il ne marche pas assez bien dans certains pays d'Europe. Je vous prends un exemple. Tenez, la Suède, qui est un pays social-démocrate, historique et calme. La Suède a décidé donc d'ouvrir ses frontières, d'ouvrir ses portes, si je puis m'exprimer ainsi. Et aujourd'hui, il y a 20% de la population qui est une population d'origine non suédoise, ce qui est énorme. Et malheureusement, pour les femmes et les hommes qui sont venus, ils ne sont pas intégrés. La Suède a raté complètement son intégration. Et donc, ça veut dire que ça crée des situations extrêmement difficiles, ça crée même des ghettos, il faut le dire, des gens qui vivent ensemble, qui n'arrivent pas à s'intégrer, pas la langue. Donc voilà, quand on accueille effectivement, parce qu'à un moment on estime que c'est important de le faire, des femmes et des hommes sur son territoire, il faut évidemment mettre les politiques d'intégration en place, en face. Et c'est vrai que on le voit aussi en Allemagne, il ne faut pas se tromper, à partir du moment où Mme Merkel a ouvert, on s'en souvient, du reste,
Donc, à l'accueil des réfugiés syriens en particulier, vous avez raison de le rappeler. Voilà, et aujourd'hui, on sent qu'il y a des problèmes parce que les politiques d'intégration ne sont pas là. Donc c'est vraiment, pour moi, me semble-t-il, la priorité. Ce sont les politiques d'intégration, c'est clair. Chaque mot est miné dans ce débat, ce sont les politiques d'intégration qui ne sont pas à la hauteur, ou ce sont les populations qui rejoignent l'Europe qui ne veulent pas assez s'intégrer pour vous? Où est le problème? C'est les politiques d'intégration, parce qu'à partir du moment où on a des politiques claires, effectivement, eh bien, celles et ceux qui viennent les suivent. Encore faut-il qu'elles soient claires. Et puis, bien sûr que les lois de notre vivre ensemble, nous sommes un État de droit, soient appliquées partout. J'ajoute également que pour nous, puisque c'est ce dont vous souhaitez parler, et je le comprends, en tout cas, je l'accepte, bien entendu, je suis là pour ça. C'est notre loi de 1905, la loi de 1905, qui organise la séparation des églises et de l'État. Et bien sûr, et il faut bien le dire aujourd'hui, cette loi de 1905 qui est tellement importante pour nous, pour la France, elle est testée tous les jours. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et donc, il faut en permanence être vigilant, il faut en permanence être ferme, et il faut en permanence la préserver. C'est l'un de nos trésors nationaux, j'allais dire, parce que c'est notre vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai que cette loi est testée. Thierry Breton, l'ancien eurodéputé souverainiste Philippe de Villiers a lancé ces derniers jours une pétition en ligne, pétition qui revendique 1 million de signatures. Je dis revendique parce qu'on peut s'inscrire autant de fois qu'on veut sur cette pétition, donc le chiffre est difficilement vérifiable, pour réclamer un référendum sur ces questions d'immigration. Nous sommes en train de changer de civilisation, dit Philippe de Villiers, car si nous ne faisons rien, c'est la fin de la France, ce sont les Français qu'il faut sauver, les derniers Français. Faut-il, pour vous, sur ces questions d'immigration souvent complexes, consulter les Français ou renvoyer ce débat à l'élection présidentielle? Oui, Monsieur Fauvel, je crois qu'on en a beaucoup parlé. Je vais laisser celles et ceux qui sont les fers de lance de ces questions, et je ne les critique pas, on est en démocratie. Chacune et chacun a le droit de porter les messages qu'il veut porter, chacune et chacun a le droit d'utiliser les moyens que nous donne la ma démocratie. question portait pas sur mais bon, voilà, je crois que moi j'ai dit... la demande de Philippe de Villiers, mais sur le fait d'interroger les Français par référendum sur ces questions-là. Mais encore une fois, nous avons des lois, vous savez... On souffre de beaucoup de maladies dans notre pays. On va sans doute en parler un petit peu tout à l'heure, en particulier économique, mais pas que, y compris sociétale. Voilà, on a un corpus de lois aujourd'hui. Et alors on a cette espèce de maladie, dès qu'on n'applique pas assez bien la loi, on se dit on va faire une nouvelle où il faut faire un référendum, etc. Moi, je suis de ceux qui disent remettons un peu de bon sens dans tout cela. Celles et ceux qui nous ont précédés ne sont pas que des imbéciles, pardon de le dire aussi crûment. Et du reste, toutes ces lois, elles ont été votées par notre représentation nationale. Il y a eu beaucoup de travail. Seulement, ces lois, il faut les appliquer. Et oui, bien sûr, l'une des raisons qui fondent du reste la discussion que nous avons à l'instant, c'est que ces lois, pour beaucoup d'entre elles, ne sont pas assez bien appliquées. Faisons appliquer les lois, voyons pourquoi on ne les applique pas, et puis après ça, on essaiera peut-être de voir s'il faut les renforcer par des lois supplémentaires, par un référendum, par que sais-je. Enfin, la priorité, pardon de le dire, si on faisait vraiment maintenant appliquer les lois qu'on a votées, eh bien, vous savez, la France irait peut-être mieux. Dans quelques jours, lundi prochain précisément, la France va reconnaître officiellement l'existence d'un État palestinien. Ce sera à la tribune de l'ONU, c'est Emmanuel Macron qui va prendre la parole. Est-ce qu'il fallait le faire, Thierry Breton, et est-ce qu'il fallait le faire aujourd'hui, c'est-à-dire moins de 2 ans après? Voilà, je crois que c'est la question. Je crois que tout le monde en est conscient. Il faut évidemment y aller. C'est une évidence. Aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est toujours pareil en politique, c'est le timing. Bon, moi, je ne veux pas me prononcer trop là-dessus parce que on voit très bien les questions qu'il y a derrière. C'est des questions extraordinairement sensibles. C'est une question, enfin, encore une fois, qui est une question essentielle. Le timing, c'est est-ce que finalement, il faut qu'on mette des conditions? Vous voyez, nos amis britanniques, par exemple, l'ont dit, on va le faire aussi, mais on met des conditions. Peut-être plus clairement que la France, en disant, on met des conditions, la libération des otages notamment. Voilà, parce qu'on oublie quand même quelque chose, c'est que derrière, il y a cette tragédie des otages, et que finalement, le Premier ministre israélien, au fond, quand on regarde son bilan, c'est absolument tragique. Je mets à part évidemment la tragédie elle-même du 7 octobre, mais derrière, on a vraiment le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, ça devient maintenant une réalité, une évidence pour beaucoup d'observateurs, qu'il ne voudra jamais arrêter. Et ça crée une situation qui est une situation absolument dramatique. Certains commencent à dire, et je les rejoindrai presque, apocalyptique. Donc oui, il faut maintenant... Apocalyptique ou génocidaire? Non, sont les mots, si vous voulez bien. Je les emploie, et si je les emploie, c'est que j'emploie ce que j'emploie. François Hollande, qui était sur ce plateau hier, disait si Benyamin Netanyahou poursuit et vide entièrement de sa population la bande de Gaza, on y sera. Voilà, très bien. Donc moi, je vous dis ce que je vois aujourd'hui, ce que nous voyons, et c'est absolument apocalyptique. Je le répète à l'instant à votre micro.
Donc, il faut vraiment maintenant tout faire pour l'arrêter. Et qui peut l'arrêter, M. Fauvel? Il y a une personne. Vous la connaissez comme moi? Donald Trump. C'est lui. Oui. Et voilà. Et est-ce qu'il en a vraiment l'envie? Eh ben, c'est une très bonne question, parce qu'il y a une autre, il y a une autre personne qu'il faut arrêter aussi. Il s'appelle Vladimir Poutine. Exactement. Et est-ce qu'il en a vraiment envie, Donald Trump? Et qui peut l'arrêter oui. encore? Voilà. Donc on est dans des situations où maintenant, après bientôt 8 mois de présidence du président des États-Unis, qui se veut être un homme de paix, ben, on voit quand même qu'aujourd'hui, il en est loin. On va revenir à la situation en France, Thierry Breton, si vous voulez bien. Je voudrais d'abord revenir sur des propos que vous avez tenus sur une chaîne, une autre chaîne de télévision il y a 3 semaines, c'est-à-dire au moment où on savait que François Bayrou allait être renversé et qu'on ne savait pas que Sébastien Lecornu allait lui succéder. Vous avez dit il y a une voie possible pour Emmanuel Macron, ce serait d'appeler à Matignon le premier parti à l'Assemblée, le Rassemblement national. Est-ce que c'était un souhait, une hypothèse ou une provoque? Non, je suis un observateur. Et j'ai dit uniquement... Là, vous avez fait un petit raccourci, mais je l'accepte bien volontiers. J'ai essayé de le faire honnêtement. Mais je ne le critique pas. J'ai dit uniquement que dans les moments que nous vivons, qui sont des moments, pardon de le dire, un peu historiques, parce qu'on voit la situation dans laquelle se trouve notre pays désormais, et c'est une situation, hélas, historique. Pas du reste pour aller dans le bon sens. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques instants, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que l'histoire nous éclaire. Et moi, j'ai vécu la première cohabitation. J'étais très proche de René Monory et de Jacques Chirac à l'époque. Et j'ai vu ce qui s'est passé. La première cohabitation, c'est en 1986. François Mitterrand a tout fait pour essayer de garder la majorité. Il n'a pas pu. Il avait donc à ce moment-là mis un peu de proportionnel pour permettre au Front National, à l'époque c'était le Front National, de rentrer à l'Assemblée nationale avec 35 députés pour essayer de fragiliser la droite. Ça n'a pas marché. Et donc le Parti socialiste perd la majorité à l'Assemblée. Il va donc falloir qu'il appelle quelqu'un pour être le premier ou la première Premier ministre de la cohabitation. Et c'est assez intéressant parce que qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de se dire, bon ben voilà, je vais appeler quelqu'un, je vais demander de faire le parti, il va essayer de faire un petit peu, peut-être toutes choses étant égales par ailleurs, ce qu'Emmanuel Macron a essayé de faire. Il essaie de dire, je vais essayer de bâtir un peu une coalition moi-même. Et il va dire, tenez-vous bien, il va commencer par dire, je vais appeler Simone Veil. Le premier parti, c'était le RPR. Et le second, un peu plus loin, c'est loin du reste, c'était l'UDF. Simone Veil était UDF. Évidemment, les gens du RPR disent, absolument pas. Donc Simone Veil, out. Ensuite, il va dire, je vais appeler, tenez-vous bien, Valéry Giscard d'Estaing. Pareil. Ensuite, il se dit, alors je vais appeler un RPR, un gaulliste acceptable pour moi. Et il va chercher Jacques Chaban-Delmas. Out. Alors, enfin, il dit, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Il va appeler Raymond Barre. Out. Il essaye enfin Alain Peyrefitte. Et finalement, désespoir de cause, alors qu'il ne voulait absolument pas le faire. Vous savez ce qu'il fait, M. Fauvel? Il appelle Jacques Chirac. Et pourquoi il appelle Jacques Chirac? Parce qu'il se dit, les institutions font que, je vais donc être obligé d'appeler, puisqu'il ne voulait pas le voir, je peux vous le dire, je peux vous le livrer en confidence à ce micro, il ne voulait pas le voir. Et pourquoi il va le chercher? Il l'appelle parce que c'était tout simplement le président du premier groupe à l'Assemblée nationale. Je ne veux pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Je dis simplement que encore une fois, c'est une éventualité, donc une possibilité. Je n'ai fait que rappeler... C'était pas un souhait de votre part, comme ça a pu être absolument interprété. Pas. Non, je crois que ça n'a pas été, car j'ai bien expliqué cette dimension, cette dynamique, encore une fois, qui est une dynamique historique, qui à un moment peut nous éclairer. C'est bien Sébastien Lecornu qui a été choisi par Emmanuel Macron pour arriver à Matignon. Vers qui, pour vous, doit-il se tourner aujourd'hui pour trouver un budget et pour espérer durer au-delà de l'automne qui arrive ou de l'hiver? Est-ce que c'est plutôt vers sa droite ou est-ce que c'est plutôt vers sa gauche? Là aussi, M. Fauvel, l'histoire en accéléré que nous vivons, on vit une histoire en accéléré. Quand on en est à notre 4e Premier ministre en 13 mois, c'est une histoire en accéléré que nous vivons. Et j'allais dire, hélas. Bien, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Essayons de voir ce qu'elle nous apprend. Un Premier ministre aujourd'hui, on est en 5e, évidemment, République, un Premier ministre aujourd'hui, c'est pas un Premier ministre classique, comme on les a connus jusqu'à présent. Il faut être plus élastique. Non, c'est pas du tout ce que je vais dire. C'est pas un Couve de Murville, c'est pas un Barre, c'est pas un Mesmer. Un Premier ministre d'aujourd'hui, c'est un Premier ministre qui a eu une seule mission, faire en sorte qu'on ait un budget. Avec qui? Voilà le mandat. Je vais aller au bout de mon raisonnement. C'est pas qu'une question de personne. Vous le savez comme moi. C'est une question de ligne économique, de milliards d'économies à faire, d'impôts en plus. Je vais donc aller, si vous le permettez, au bout de mon raisonnement. Oui. Ça veut donc dire qu'au fond, ce qui aujourd'hui pénalise terriblement la France et l'affaiblit
à la vitesse grand V, en temps réel, c'est que nous n'avons pas de budget. Et donc le Premier ministre, aujourd'hui, pourquoi? Le Premier ministre, finalement, il dépend uniquement d'une chambre. Le Premier ministre dépend aujourd'hui sa survie de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que, vous savez, ce qu'on appelle les parties prenantes, les stakeholders en anglais, c'est qui ces stakeholders, ces parties prenantes? C'est plus les Français. C'est ceux qui représentent les Français. Ceux qui décident aujourd'hui de la vie ou la mort du prochain gouvernement qui n'est pas encore créé de Sébastien Lecornu, ce sont les députés qui intermédient les Français avec, précisément, le choix du gouvernement. Donc, il n'a qu'une seule option. Je crois qu'on l'a appris parce que finalement, vous vous souvenez... C'est d'aller discuter, c'est d'aller négocier. Vous savez, Michel Barnier, à un moment, a voulu s'adresser directement aux Français. Quelques semaines plus tard, il n'était plus là. François Bayrou aussi, François Bayrou l'a fait autrement pour bien mettre le sujet à la dette. Et ça veut donc dire que désormais, je crois que la seule priorité, unique priorité, c'est de discuter précisément avec ceux avec qui il peut. Donc c'est effectivement ce bloc qui va évidemment des LR au PS. Et discuter avec eux. Et voilà, et c'est l'équation. Alors, est-ce que cette équation, elle aura une solution? On va voir. On sait très bien ce que veut le PS. Dans la liste des lignes rouges, comme a dit François Hollande hier, il y a notamment la taxe Zuckman. Il y a un débat chez les socialistes sur est-ce qu'il faut la faire entièrement, à moitié, quel taux, etc. Mais est-ce que vous, sur le principe, Thierry Breton, vous dites, dans l'effort collectif qui va être demandé aux Français, oui, il va falloir faire payer, et de manière assez conséquente, les Français les plus riches? Monsieur Fauvel, donc on fait de la politique, on ne fait pas de l'économie. Les deux sont parfois liés quand il s'agit de faire un budget. Et oui, mais là, ce n'est plus que de la politique. Et c'est bien du reste le problème de notre pays. On ne fait que de la politique. Parce qu'évidemment, et je ne les critique pas, puisqu'on fait de la politique, le PS veut un totem. Et ce totem, c'est une taxe pour faire payer les plus aisés. Voilà, c'est son totem. On est déjà, évidemment, le pays qui paye le plus de très loin d'impôts de tous les pays de l'OCDE, et donc il veut absolument ramener ce totem. Voilà, c'est donc son objectif. Il faut lui accorder ou pas? Alors maintenant, de quoi on parle? Vous parlez de cette fameuse taxe. Alors il se trouve que voilà, on a présenté ça comme une taxe qui avait, je dirais, un soubassement, un sous-jacent économique. Il se trouve que M. Zuckman, bon, il est un peu connu quand même, moi j'en ai entendu parler, pas depuis aujourd'hui, de reste ça fait un petit moment. M. Zuckman, il a fait une partie de sa carrière aux États-Unis, ce qui est tout à fait respectable et honorable, et je n'ai rien contre lui, je tiens à vous le dire d'emblée. Il n'en demeure pas moins qu'il a voulu rentrer un moment à l'université de Harvard, fort en s'appuyant sur ses travaux donc, qui fondent effectivement cette fameuse dite Zuckman. Ouais. Et Harvard a décidé de ne pas le prendre parce qu'à Harvard, il y a comité qui est extrêmement sélectif et notamment d'économistes, et qui ont dit que ces travaux n'étaient pas assez solides, qu'ils étaient biaisés, et donc il n'a pas pu satisfaire aux critères d'un professeur d'économie à Harvard. C'est une façon de dire, Thierry Breton, il faut se calmer un peu sur la Zuckman mania qui est en France. Non, mais je ne fais que de dire, encore une fois... dit, il n'est pas sérieux, donc... Je ne fais que de dire les faits. C'est uniquement... Je ne critique pas que politiquement, on ait envie de ci ou de ça. C'est la démocratie. Ce que je mets en débat ce soir... C'est le sérieux de ces études. C'est le fait que, par exemple, 5 économistes, la semaine dernière, dans un grand journal du soir, pour ne pas le citer, Le Monde, ont écrit en disant non, 20 milliards, ça n'existe pas, on ne sait pas d'où ils sortent. Lui-même reconnaissait ce matin que la fourchette était entre 15 et 20, mais pas forcément 20, parce que les effets de la suite fiscale Ces économistes disent 5, ce sera un maximum. Ouais. Les économistes de Harvard se sont exprimés. Je ne veux pas prendre débat. Encore une fois, je n'étais pas là, donc je ne sais pas les raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu le prendre, ils les ont expliqués. Ce que je veux dire ce soir, c'est pas critiquer M. Zuckman, c'est pas mon propos, c'est de dire que c'est... un peu fait quand même, mais non, je avec dis simplement... des arguments rationnels. Non, je dis simplement que cette demande n'est qu'une demande politique. Alors maintenant, d'un point de vue économique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement que je crois avoir compris qu'il s'agissait de 1800 personnes. Alors évidemment, 1800 personnes, c'est pas beaucoup, et donc on se dit, voilà, pourquoi pas, c'est pas beaucoup, il va y avoir un rendement très important, pourquoi ne pas le faire? Voilà, on est en économie, et on est en économie ouverte. Il y a 2 éléments que je veux apporter, si vous voulez, si vous permettez. Le premier, c'est que ce sont des personnes, et qu'en Europe, il y a une mobilité. Les États membres sont libres de leur fiscalité. Madame Meloni a utilisé précisément le fait, Madame Meloni en Italie, vous avez raison, la première ministre italienne, pour dire que désormais, toutes les grandes fortunes, tous ceux qui veulent venir s'installer en Italie, ne paieraient plus d'impôts, ou plutôt, ils paieraient un seul impôt, 200 000 euros par an, et après, plus d'impôts sur la fortune, plus d'impôts sur le patrimoine, plus d'impôts, tenez-vous bien, y compris sur les successions, et il y a déjà
3200 très grandes fortunes européennes, vous m'avez bien entendu, qui ont profité de cette opportunité pour aller vivre sous le soleil d'Italie. Donc, vivre c'est fait. Alors après ça, on peut dire, oui, mais ils vont pas le faire, etc. Peut-être. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que ça s'était déjà produit au Portugal. L'une des raisons, il n'y a pas que celle-là, hein, je tiens à le dire tout de suite, mais du grand succès du Portugal, qui était dans une situation très difficile entre 2010 et 2014, c'est que pendant une décennie, on a attiré précisément, notamment alors les fortunes moyennes, y compris du reste les retraités, en disant, vous venez, pendant 10 ans, vous ne payez pas d'impôts. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, le monde dans lequel nous sommes. Et donc, on veut taxer, encore une fois, non, on veut taxer le stock. Mais si ça marchait, ça se saurait. Donc, c'est de la politique. Le stock, c'est le patrimoine, en l'occurrence. Ça se saurait. Donc, c'est de la politique. Vous préfériez qu'on taxe les revenus plutôt que le patrimoine? Il y a un deuxième... Non, mais encore une fois... C'est technique, mais c'est important. Oui, bien sûr, on peut décider qu'on peut taxer un peu plus ceux qui... J'ai aucun problème avec ça. Je pense d'abord, dans un premier élément, qu'il faut le faire dans une enveloppe sans augmenter les prélèvements. On peut peut-être les réajuster, mais ça, il n'y a aucun problème. Et encore une fois, c'est de la politique. Et heureusement qu'on fait de la politique, parce que c'est à la main précisément du Parlement. Donc heureusement qu'il le décide. Maintenant, sur cet aspect des choses, cette fameuse taxe dite Zuckman, il y a un deuxième élément qui est un élément économique, c'est qu'à partir du moment où vous réussissez, faut pas se raconter l'histoire. En France, ça date depuis maintenant des décennies, voire un peu des siècles. On a une relation à l'argent et aux plus aisés d'entre nous qui est quand même très particulière. On peut la chiffrer. Moi, je l'identifie à partir de, vous voyez, je vais vous faire un tout petit peu d'histoire, de 1816, lorsque Guizot va mettre le régime censitaire pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire qu'il va décider, ça va durer quand même 30 ans, que pour avoir le droit de voter, il fallait payer un certain niveau d'impôt. Ouais. Il y avait donc que 100 000 personnes qui ont pu participer à la démocratie. Ça a provoqué la révolution de 48. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça date de ça. On sait très bien qu'on a toujours cet atavisme. Le deuxième élément, c'est qu'à partir du moment que vous ne tenez plus, au fond, je dirais, la parole qui a été donnée, eh bien ça peut créer un effet dit ricardien, c'est-à-dire que ça va empêcher évidemment ceux qui veulent créer et réussir de rester en France. Et il y a aussi toutes les startups qui se posent des problèmes et qui disent finalement ils viennent me voir. Monsieur Breton, est-ce que finalement il faudrait pas mieux que j'aille créer ma start-up en Italie ou en Espagne ou en Allemagne? Voilà les questions que ça pose. Il faut peut-être les mettre en débat. On a entendu vos arguments très clairement, Thierry Breton. On a appris aujourd'hui que le réseau social chinois TikTok pourrait passer sous pavillon américain d'ici la fin de la semaine au terme d'un accord conclu entre la Chine et les États-Unis. La Chine, où se trouve sa maison mère. Donald Trump menaçait depuis des mois de fermer ce réseau aux États-Unis si cette maison chinoise n'acceptait pas de le vendre. Question toute simple, même si la réponse est peut-être un peu compliquée. Est-ce qu'on devrait faire la même chose chez nous en Europe? Non, d'abord, je n'ai pas d'informations spécifiques. Nous, la différence, voyez-vous, entre les États-Unis et l'Europe, c'est que nous avons mis des lois. Les États-Unis n'ont pas réussi. Et eux ont Donald Trump. Et ils n'ont pas réussi à mettre ces lois précisément pour mettre un peu d'ordre sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Alors ils estiment que parce qu'on va changer d'actionnaire, on va mettre de l'ordre, ou en tout cas que ça sera l'ordre de l'actionnaire qui va le prendre. Eh bien nous, c'est pas notre vision en Europe. Nous, notre vision en Europe, c'est que la loi doit être la même partout, quels que soient les actionnaires sur les réseaux sociaux. Et donc pas besoin de vendre TikTok. Nous sommes un État de droit. Nous sommes un État de droit en Europe. La semaine dernière, une commission parlementaire qui vous a d'ailleurs dressé des louanges, Thierry Breton, commission parlementaire sur TikTok justement, a dit que vous étiez un héros national. Elle a demandé l'interdiction de TikTok aux moins de 15 ans en France, dans un monde idéal, pour préserver les jeunes, pour préserver les ados de cet algorithme qui est parfois assez terrible. Est-ce qu'il faudrait interdire TikTok? Non, pas l'interdire, mais encore une fois, faire en sorte que TikTok respecte la loi. Le DSA aujourd'hui, je le dis clairement, il y a beaucoup de... J'avais ouvert des enquêtes moi-même lorsque j'étais commissaire. Certaines ont abouti, d'autres sont encore en cours. Il faut vraiment, et je le dis de façon très claire, à faire appliquer cette loi qui a été votée par plus de 90% des députés européens. C'est-à-dire que nos instances démocratiques et 100% des États membres soutiennent à fond, et ils ont raison, cette loi qui met de l'ordre. Il faut d'abord commencer par faire appliquer la loi. J'estime qu'on ne le fait pas encore assez. Ça rejoint un petit peu ce que nous disions il y a quelques instants, M. Fauvel. Sur les lois pas appliquées. Mais je ne veux pas me défausser sur la question. Oui, je pense qu'il faut commencer à réfléchir à une limite d'âge. Il faut responsabiliser les parents, mais il faut le faire au niveau européen, parce qu'encore une fois, les réseaux n'ont pas de frontières. Donc, donc, on sera beaucoup plus fort en le faisant européen, et ce serait formidable que la France prenne ce combat pour convaincre maintenant les autres pays européens. Je suis sûr qu'elle sera capable de le faire, mais pour ça, il faut que notre pays soit entendu, et pour qu'il soit entendu, il faut qu'il ait un budget. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry Breton d'être venu ce soir sur le plateau de 60 minutes.